Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus si nombreuses et si nombreux malgré les taxis, malgré tous les agriculteurs et autres mobilisations sociales éminentes dans ce haut lieu de la recherche, justement l'EHESS, et à l'invitation des éditions de l'EHESS pour un dialogue entre un chercheur et une chercheuse éminente, Malika Rahal, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est la patronne, la directrice de l'Institut d'histoire du temps présent, pour ce livre, 1000 histoires diraient la mienne, qui est justement aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et un livre plus ancien, puisque celui-là est récent, mais qui, vous allez comprendre la résonance, de Bertrand Bady, qui est professeur des universités à Sciences Po, qui a enseigné la géopolitique à, je ne sais pas, 1000 générations d'étudiantes et d'étudiants. Non, mais c'est la longue durée du savoir. Et Vivre deux cultures aux éditions Odile Jacob. Je suis un passeur dans cette conversation, et avant de les interroger tous les deux sur ce qu'il y a de commun comme résonance, selon moi, dans leur livre, je voudrais commencer par une lecture de quelques lignes du livre de Bertrand Bady en demandant à Malika Rahal comment elle a ressenti la lecture de ces lignes-là. C'est dans le chapitre qui s'appelle « Le Biko Youpin ». Une marque, une empreinte indélébile quand on en voit le souvenir tel que l'a vécu le jeune Bertrand Bady dans l'établissement catholique de la rive gauche où il étudiait dans les années 50. Je perçois maintenant combien j'étais l'otage facile du contexte de grande violence qui régnait à l'époque. Pour la France, et probablement au-delà, la guerre d'Algérie était un tournant capital et cauchemardesque. À ma petite échelle, pourtant très protégée, elle m'a appris la vie, sa dureté. Elle m'a dévoilé cette face impie de la nature humaine, faite d'amour de soi, de mépris des autres, de hiérarchie désirée, de violence à l'égard de ceux qui se veulent différents. Les moqueries proférées, les gouailleries et les railleries consacrées résonnent encore dans ma tête jusqu'à entretenir une indignation qui ne se calme toujours pas malgré le temps passé. Bicot, mon ami, Sidi, Bic, Crouille, Raton, Bougnoul, Melon, Scabèche, Abricot et d'autres encore n'étaient pas seulement les fragments de la rhétorique peu glorieuse des cafés du commerce, c'était aussi devenu en bien des milieux le dévoiement ordinaire de la noble langue de Corneille et de Racine. Jamais dans l'histoire de France, tant de mots blessants et méprisants ne furent mobilisés pour définir une altérité, et d'une certaine manière, je me sens honoré aujourd'hui d'en avoir reçu quelques miettes. J'en ai toujours gardé, poursuit Bertrand Bady, une sympathie profonde pour ceux qui en ont été directement affectés, une proximité qui me lie encore aujourd'hui au peuple algérien que j'ai plaisir à visiter régulièrement. J'ai voulu commencer par ces lignes parce que ils ne sont pas tous les deux de la même génération. Malika Rahal, dans son livre, raconte son histoire avec ce lien très profond au pays de son père, l'Algérie. Et Bertrand Bady, qui vient d'Iran, de Perse, pourrait-on dire plutôt quand on le lit, dans le discours de son père, notamment. Ce livre est un hommage à son père qui se voyait en persan. Et du coup, au cœur de ce livre, il y a cette résonance. Donc vous avez lu ces pages, comment vous avez ressenti ? Je les ai lus avec beaucoup d'émotion et d'intérêt d'historienne, c'est-à-dire que vous citez les mots entendus à l'époque et ça m'a fait penser à la question de l'historicité des mots et l'historicité des insultes. Moi, j'arrive un peu plus tard
Et d'une certaine façon, j'ai eu la chance de ne pas entendre ces mots-là précisément. À la génération où j'étais, moi je suis née dans les années 70, là où j'étais également, c'est un peu comme s'il n'y avait pas eu de transmission de tous les jurons quand même. Et ceux que j'ai entendus étaient plus sommaires, on traitait plus volontiers de sale arabe. Et ça suffisait, c'était bien, c'était juste ce qu'il fallait. Donc il y avait une transmission, mais pas de tout et pas complète. Ce qui m'a intéressée aussi dans ce passage-là, c'était que jusque-là, je me disais, mais quand même, vous venez d'Iran, et quand même, il n'y a pas ce contentieux colonial, et il n'y a pas exactement le même passé, il n'y a pas la guerre d'indépendance algérienne, il n'y a pas. Et puis j'arrive à ce passage et je me dis, et pourtant il y a. Et pourtant il y a malgré tout, et il y a de l'identification en négatif. Comme à la lecture de votre livre, il y a aussi de l'identification en positif, comme il y a entre les Algériens dont vous parlez à la fin de ce passage et les Iraniens ou les gens d'origine algérienne et les gens d'origine iranienne, des identifications croisées qui ne sont pas du tout que du côté de la réception de l'insulte, mais qui sont aussi du côté de la langue que l'on parle, de la richesse de la culture, qui sont dans des croisements linguistiques qui font résonner le persan avec l'arabe. Mais j'étais très touchée de me rendre compte comment les choses avaient évolué au fil du temps, qu'on pouvait historiciser même l'insulte, et que cette insulte, paradoxalement, elle fortifiait aussi du commun et de l'expérience commune et de la résonance, je pense, entre les deux ouvrages. Bertrand Badi, j'ai voulu commencer par ça parce que après, vous poursuivez et vous dites « mais le vieux monde ne s'efface pas facilement ». Puis après, c'est comme pour moi, avec un péché d'anachronisme, comme disent les historiens, comme une résonance avec notre temps présent. Vous parlez de comment, dans cette période coloniale française et la suite, vous parlez de cette pauvreté de l'offre politique alliée à ma congénitale marginalité, m'interdisait tout embrigadement. Je commençais donc à regarder ailleurs, à chercher des alternatives hors de France. Notre rencontre se fait à un moment où ce qui a commun entre le monde arabe et le monde perse, c'est une religion, l'islam. La chasse aux musulmans est ouverte dans notre pays, elle est officielle, elle est au plus haut niveau de l'État. Nous sommes dans ce moment-là, il faut quand même le dire, et on aimerait qu'il y ait des milliers de personnes à nous écouter pour en parler et à vous écouter en parler. Donc ce passé ne passe pas. Et d'où ma question, il y a une inquiétude qui habite profondément le livre de Malika Rahal, et à l'inverse, dans le vôtre, il y a un optimisme. Vous l'avez toujours là ? Écoutez, je suis réconforté à l'idée que la lecture de mon livre dégage un parfum d'optimisme. Vous l'écrivez, hein ? Oui, mais c'est un optimisme intellectuel. C'est-à-dire, c'est la conviction profonde que toute mon expérience de vie m'a apporté, que lorsque on a la chance d'être multiculturel, on a un avantage, et cet avantage finira toujours par nous faire gagner. C'est ça, peut-être, de l'optimisme, mais c'est un optimisme, quand je disais intellectuel, qui se projette dans un avenir qui tranche avec ce que nous ressentons aujourd'hui. Parce que ce que Malika vient de dire m'a beaucoup interpellé, parce que je crois que c'est profondément vrai, cette historicité. Moi, il se trouve que je suis politiste, je suis pas historien, donc j'ai peut-être pas les réflexes que vous avez eus immédiatement et qui sont très justes. Parce qu'il faut comprendre que pour ma génération, et je crois effectivement le décalage générationnel est très important, tout ce qui n'était pas occidental, c'était la même chose. Et ça, je l'ai vécu intimement à l'école. Ce type, il n'est pas français, il vient d'un pays que les gamins étaient incapables de situer sur la carte. Donc, c'est un bico. Et puis c'est aussi un youpin. C'est l'altérité. C'est deux altérités, c'est deux exclusions, c'est plus que de l'altérité, c'est la négation de l'altérité, c'est l'exclusion. Et le bico et le youpin, c'est deux exclus, c'est-à-dire ce qui est hors de moi, et en étant hors de moi, définit ma propre identité. Mais ce qui est intéressant,
c'est que les choses, alors peut-être qu'il y a une part d'optimisme, et je ne jugerai pas, les choses se sont inversées. C'est-à-dire que il s'est construit au fil des années et des décennies un dénominateur commun entre tous ces non-occidentaux, qui est le même sentiment d'humiliation et de marginalisation. Et si je suis un de ceux qui croient en l'idée de Sud global, je trouve que c'est pas un gros mot, c'est un concept scientifique, c'est parce qu'il a une forte charge subjective liée à ce sentiment qui a grandi, je dirais, à partir de ma génération, mais là, est-ce que vous allez me faire écho? Je ne sais pas, et qui unit. Il y a quelque chose qui, par exemple, face au génocide auquel on assiste actuellement en Palestine, il y a un sentiment commun de solidarité au Sud global. Et c'est quelque chose de très très important. Et à l'époque, effectivement, il ne viendrait pas dans la tête d'un Persan qu'il était comme un Algérien ou comme un Indien ou comme un Sud-Africain, peu importe. Mais c'est une idée qui a grandi depuis et qui est à la base de la construction de ce Sud. Le Sud global n'a aucun sens objectif, mais il a un sens subjectif très fort. Et quand vous me dites est-ce que vous seriez toujours optimiste aujourd'hui, il se trouve que j'avais écrit chez un autre éditeur un livre qui s'appelle « Quand le Sud réinvente le monde ». Je pense que c'est le point de départ de cette réinvention du monde par le Sud. Alors, vous venez de parler de ce sentiment d'humiliation, mais vous, Malika, dans Mille histoires dirait la mienne, qui croise vos trois identités, françaises, algériennes et américaines. Mais comme je l'ai dit, quand nous avons fait un long entretien sur Mediapart, d'ailleurs, Bertrand Badi est venu souvent aussi dans les studios de Mediapart, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on n'est pas du côté du sentiment d'humiliation avec vous, mais profondément d'une très grande fierté. Et d'une très grande fierté de cette grande révolution qui est la révolution d'indépendance algérienne, qui n'est pas une lutte d'indépendance parmi d'autres, qui, pour ce Sud global, est une référence. Ne pas oublier qu'avant d'être emprisonné, Mandela, il est au Maroc avec le FLN algérien. Il y a des photos qui en témoignent. Et il est en train d'apprendre même ce qui pourrait être le passage à la lutte armée à ce moment-là. Et ce qui traverse profondément votre livre comme presque un feu intérieur, c'est combien là, il y a une histoire de fierté qui en remonte au monde. Oui, tout à fait. Et je vais, avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur ou pour répondre à cette question, je vais d'abord rebondir sur ce que disait Bertrand Badi à l'instant pour, justement, vous m'avez demandé si ça faisait écho à ma génération, et je pense que oui, la réponse est oui, bien sûr. Et non seulement oui, bien sûr, mais les dernières décennies, mais certainement aussi les dernières années sont venues nourrir quand même très fortement cette unité par le sentiment d'humiliation du Sud par le Nord. Il se trouve par un des hasards de la vie universitaire que je reviens d'un mois au Brésil, où j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues, des traducteurs, et c'était très intéressant de les entendre parler de ce qui se passe aujourd'hui en France lorsqu'ils sont au courant, alors on était dans la période où Retailleau se réveillait tous les matins en disant quelque chose sur l'Algérie, d'une part, et d'autre part, bien sûr, Gaza, la Palestine, toujours. Et je me rappelle avoir été chez un couple où elle me disait d'un côté, j'essayais un peu d'expliquer ce contexte français autour de l'Algérie, elle m'a dit très simplement, elle m'a un peu balayé d'un revers de main en me disant, mais nous, de toutes les façons, on va toujours être du côté de l'Algérie. C'est-à-dire, en tant que Brésilien, la messe, elle est dite, voilà, il y a aucun débat. On n'a pas besoin d'entrer finalement dans les détails de qui dit quoi à qui et qui a fâché qui en premier et des péripéties en quelque sorte diplomatiques. Pendant que son mari, lui, de l'autre côté,
parler de Palestine en disant toujours, mais nous en tant que Brésiliens, l'affaire de toutes les façons, elle est extrêmement claire, et tenant des propos où je disais, vous savez que des propos comme ça en France, c'est compliqué, c'est-à-dire des propos comme ça vous amènent au tribunal. Il avait énormément de mal à le croire, mais il y a une identification très forte, une facilité à parler de ces sujets, tandis que nous, en France, sommes contraints de longue date de faire des petits pas de danse, de trouver des formules qui vont pas nous porter du tort. Et je pense que cette période-là, le franchissement de cette période-là, va avoir un effet extrêmement durable, un effet délétère peut-être, mais en tout cas un effet sur les relations internationales, les relations à l'intérieur d'un pays comme la France. Et on avait eu cette discussion aussi avec l'éditrice de l'ouvrage, Marie Laborie, au moment où je lui disais je veux réécrire la fin, et il y a la Palestine et il y a Gaza, et elle me disait attention, il y a un risque avec un ouvrage comme celui-là de le faire trop coller à l'actualité pour que ce soit un livre qui vieillisse plus vite, en quelque sorte, que la référence à l'actualité devienne un signal du vieillissement du livre. Et je me rappelle lui avoir dit à ce moment-là, et on ne se rendait pas encore compte à quel point ça allait être vrai, que ce qui se déroulait à Gaza allait nous suivre, allait être une lana, comme on dit en arabe, une malédiction qui allait nous poursuivre pour vraisemblablement des décennies. Ce que vous dites sur la fierté est très vrai et pas contradictoire avec ça. Il y a une expérience d'écriture qui est le prélude de cet ouvrage-ci, qui est une sorte de réconciliation avec la révolution algérienne. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu d'autres moments, même de loin, d'autres moments de violence dans la vie algérienne, qui a franchi depuis la France les années 1990 en Algérie, les grands massacres, les évolutions politiques du pays, les années Bouteflika, la répression et les limitations à la liberté d'expression également. J'ai beaucoup connu aussi, et en particulier dans la bourgeoisie algérienne très francophone dont je suis issue, des discours très très noirs aussi sur l'Algérie, qui ont tendance parfois à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et j'étais très sensible au fait que, parlant de l'Iran depuis les années 1970, les années 80-1990, vous soyez attentifs justement à réussir à tenir une parole qui évalue les choses avec de la complexité, malgré les simplifications caricaturales que l'on pouvait y trouver. Pour moi, une des difficultés, c'était le fait de ne pas être capable de dépasser la révolution algérienne dans l'Algérie, que moi je connaissais, les années 90, les années 2000 et les années 2010. Je trouvais qu'on était parfois, le compteur était en quelque sorte un peu bloqué, ou le calendrier était un peu bloqué sur la révolution algérienne. Et puis je suis arrivée, pour des raisons qui sont un peu trop longues à expliquer ici, à écrire un ouvrage sur la révolution algérienne par sa fin. Et de me rendre compte à quel point raconter l'histoire par la fin... Ça s'appelle 62, c'est la révolution populaire de 62, et qui est paru à la Découverte. À la Découverte, et c'était vraiment une façon de raconter très très différemment, par ses aspects les plus populaires, la façon dont les Algériens avaient vécu leur liberté en 1962. Et ça a été une expérience qui a complètement retourné toutes ces années, tous ces discours que j'avais tellement entendus, qui visaient à dire tout est parti de travers en Algérie depuis l'indépendance, rien n'a réussi, le système éducatif a raté, le système hospitalier, les soins, tout ça a raté, il n'y a rien qui fonctionne en Algérie depuis l'indépendance, au profit d'une vision beaucoup plus mesurée, beaucoup plus dans une réflexion sur comment on pouvait justement décrire d'une façon juste, et comment on pouvait raconter la révolution algérienne par sa fin, qui est le moment finalement où on se rend compte le mieux à quel point cette révolution algérienne a réussi à emporter avec elle presque l'ensemble de la population, a réussi à emporter les intellectuels, les paysans, les ouvriers, à transformer la société algérienne d'une façon extrêmement
profonde et offrir un démenti assez cinglant à des débats dont moi j'avais été beaucoup nourrie, notamment en France, d'historiens qui faisaient un peu la fine bouche en disant cette révolution algérienne, quand même, vous pensez vraiment qu'elle a transformé en profondeur la société? Mais c'est une blague. C'est-à-dire, il y a peu de révolutions qui transforment aussi profondément le système de la propriété privée, l'agriculture, l'industrie, le fonctionnement d'un pays, et pas du tout seulement la question de la souveraineté. Et du coup, il y a une sorte de moment de réouverture des yeux où je me suis rendu compte que l'évaluation un peu citoyenne, prise dans la vie algérienne des époques que moi j'ai connues, ne m'aidait pas forcément à avoir une évaluation historienne de l'événement beaucoup plus juste. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que la sortie de cet ouvrage 1962 a eu l'air de produire aussi ce type d'effet autour de moi. En Algérie d'une part, avec des amis qui m'ont écrit en me disant à quel point ils avaient été réconciliés avec la révolution algérienne en lisant cet ouvrage, et a créé un effet très curieux en France de gens qui avaient l'air de se sentir libérés de la façon dont l'indépendance algérienne avait toujours été racontée, où l'on s'intéressait, et on avait bien sûr raison de le faire parce que ce sont des éléments très importants, on s'intéressait à la façon dont les pieds noirs avaient quitté l'Algérie, on s'intéressait au sort des harkis parce que tout ça avait tant compté pour la société française, mais qu'il y avait aussi des gens en France, et pas seulement des Français d'origine algérienne, beaucoup de Français également, qui se sentaient libérés de pouvoir aussi être fiers de ce que cette indépendance algérienne avait fait pour le reste du monde. Je trouvais que dans ces années 2010 et 2020, cette fierté des Suds et ce rappel de ce qu'a signifié les indépendances pour l'ensemble des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, c'était une sorte de nécessité pour savoir ce qu'était le monde aujourd'hui. Alors, Bertrand Badi, ce que vient de dire Malika Rahal est totale résonance avec toute votre œuvre, qui est justement de décentrer le regard de ce pays-ci qui se crispe de plus en plus. Et avant de passer vraiment à... on est dans un lieu de recherche, hein, à la raison d'être de ces livres qui sont des livres de recherche sur vous-même. Hein, qu'est-ce que ça signifie, l'égo-histoire, selon une formule de Pierre Nora que l'une et l'autre vous citez dès les premières pages. Malika Rahal pour la critiquer, dire qu'elle est un peu contraignante et qu'il faut la penser tout à fait autrement. Mais je voudrais juste qu'on s'arrête là-dessus parce que ce que nous vivons aujourd'hui, au fond, c'est tout à fait ce que la note à payer de ce que vous décrivez. Vous parlez de votre père. Il ne se doutait pas que sous ces idées séduisantes se cachait parfois, parle du monde qu'il a découvert et qu'il a humilié. Hein, l'histoire de votre père est un médecin qui va se voir nier la médecine après 45. C'est le double standard. Hein. Nous avions commencé à l'échelle individuelle, nous avions commencé notre conversation autour de 45, c'est Yves Guelma et de l'autre côté la Libération. Et vous, votre père, il est résistant, il est à l'hôpital, il aide, etc. Il a la Légion d'honneur, mais comme il est étranger, il ne sera pas médecin et du coup, il sera barré de tout ça. Et donc, vous continuez, parler donc que sous se cachait parfois la volonté de promouvoir une marque de prestige de ce monde-ci, inventée par quelques peuples élus, poussant les autres à abdiquer d'une part d'eux-mêmes, à se placer au bas d'une imaginaire échelle de l'humanité. C'est ici que s'est noué le drame qui fait l'objet de mon témoignage. Ce monde du Nord, en opposition à un Sud incertain et tourmenté, vit trop couramment dans l'impasse de son propre succès. Il a bel et bien été, pour mon père, une sorte de terminus, au sens le plus commun du terme. Terminus Nord, c'est la gare, c'est la brasserie qui est l'hôtel et qui est en face de la gare. Alors, je dis ça parce que j'ai découvert récemment une phrase qui m'a paru comme un éclair dans le moment qu'on vit.
qui est d'André Suarez, qui parle de la catastrophe de la grandeur à propos de Napoléon Ier, hein, l'idée de grandeur. Et il parle en fait de ce Napoléon qui veut manger des pays, mais manger aussi des femmes, qui d'ailleurs viole l'impératrice avec laquelle, par convenance diplomatique, il se marie. Et en fait, il dit voilà, il le compare à Don Juan, et il parle de notre monde, d'une certaine manière, comme une catastrophe de la grandeur. Pour aller dans le sens de l'optimisme, est-ce que ces événements catastrophiques que nous vivons, vous avez dit Gaza, la Palestine, mais il y a Trump, mais il y a la guerre en Ukraine, il y a Trump et copain de Poutine, etc. C'est la catastrophe de la grandeur. Alors, c'est en partie cela, et c'est vrai que nous vivons actuellement la pathologie de la victoire même. C'est-à-dire la manière dont les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale, la manière dont les Occidentaux disent, et probablement à raison, qu'ils ont gagné la guerre froide, les ont installés dans une suffisance aboutie. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire de voir comment, au lendemain de la chute du mur, on va parler de la fin de l'histoire, de cette espèce d'accomplissement d'un modèle néolibéral, le temps de l'école de Chicago, tout ça, etc. Ça, c'est vrai. Mais plus j'avance dans mes travaux, dans ma réflexion, plus je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus profond, que j'appellerais le syndrome Jules Ferry. C'est-à-dire ce personnage qui n'a rien à faire au Panthéon, par parenthèse, qui a inventé ce paradigme terrible, à savoir que les races supérieures doivent éduquer les races inférieures. Alors, quand je sors cette phrase, on dit « mais il faut contextualiser, etc. » Oui, tu parles, Charles. Clémenceau lui avait cloué le bec, déjà. À 1885, une très grande dispute parlementaire. Exactement. Et quand j'ai appris cette phrase à l'école, et que je me retrouvais, enfant unique que j'étais, entre mon père et ma mère, devant la soupe et le saucisson, je me disais alors, la race inférieure, c'est lui, et la race supérieure, c'est elle. Et évidemment, ça me blessait profondément. La mère est d'une famille... soissonnaise, voilà, rémoise d'origine. C'est conservatrice, une partie était Algérie française, voilà. Une bonne partie. Voilà. Etc. Je me rappelle de bagarres postillonnantes, parce que mon père ne pouvait même pas comprendre ce que pouvait vouloir dire Algérie française. Et alors, avec son beau-frère... Croyez-moi, ça castagnait. Hein. Seulement, oserais-je dire, vous ne le répéterez pas, que le niveau intellectuel n'était pas le même. Donc, mon père s'en sortait assez facilement. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Je pense que nous sommes très profondément marqués par cette... Le nous, c'est la France. Alors, c'est la France, mais c'est un peu plus que la France. Justement, c'est tout un débat, ça. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir ici. Je pense que c'est quand même ce monde euro-américain dans lequel j'inclurais même la Russie. Hein, alors, pourquoi cette verticalité qui s'est peu à peu construite ? Pour une raison bébête, et je parle sous le contrôle de l'historienne, c'est que ce monde euro-américain, européen d'abord, et qui est devenu euro-américain, je dirais, vers la fin du 19e siècle. Avec son invention politique et non géographique qui s'appelle l'Occident. Voilà, façon de dire que la géopolitique c'est une blague, hein. Mais on y reviendra peut-être. Ce monde a été monopolistique des relations internationales. Ce qu'on appelle le système international, le fameux système westphalien inventé en 1648, c'était uniquement un système de l'entre-soi. C'était les Européens, et les Européens seuls, quelques monarques qui étaient tous plus ou moins cousins entre eux, donc on était vraiment dans le cercle fermé. Et donc, cette culture de l'international a projeté l'idée d'extériorité de tous les autres. C'est-à-dire, il y a nous et il y a tous les autres. Et ce paradigme-là, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Encore aujourd'hui. Regardez l'incapacité que nous avons de penser nos relations avec les puissances émergentes et d'une façon générale avec les puissances du Sud. Alors, un président de la République que je nommerai pas puisque je suis enregistré, quand les chefs d'État africains lui résistent, il parle d'ingratitude.
en ajoutant cette phrase terrible que personne n'a relevée. Heureusement, c'est une maladie qui ne se transmet pas aux humains. J'espère que c'était une faute de français qui voulait dire ne se transmet pas entre humains, parce que ça voudrait dire que les autres ne sont pas des humains. A est une préposition qui désigne l'extériorité, donc ça voudrait dire... Ce président, c'est l'actuel, si je ne me trompe. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous ferez vos propres recherches. Mais vous ne me démentez pas tout à fait. Je ne dis rien. Mais on pourrait continuer et regarder les postures, la fameuse convocation à la conférence de Pau dont on avait tant parlé, etc. C'est-à-dire que c'est entré dans le commun de la culture occidentale, mais vous avez raison de vous interroger, savoir si c'est français ou c'est occidental. Parce que c'est quand même peut-être en France que le phénomène est paroxystique, pour différentes raisons. Peut-être parce que la France a été l'inventeur réel historiquement de ce système international. Peut-être parce que la France s'est placée, je dirais, comme noyau de l'invention philosophique de l'universel. Cet universel paradoxal qui consiste à dire un seul invente pour tout le monde, le modèle qui fonctionnera pour tout le monde, et ainsi de suite. Et donc cette culture de la verticalité, c'est un véritable poison. C'est un poison pour les autres, bien entendu, qui ont à le subir, mais c'est un poison pour nous, Français, si vous voulez, parce que ça déforme systématiquement et automatiquement notre vision du monde. Et ça, je l'ai vécu tous les jours de mon enfance, dans le regard qui était porté sur mon père. Et puis même, vous savez, il y a une phrase que je répète souvent, je ne me rappelle plus si je l'ai mis dans le livre, mais quand j'étais à table, je voyais ces deux êtres, mon père et ma mère, qui s'adoraient, s'aimaient profondément. D'ailleurs, ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Ils s'aimaient profondément, ils ne se sont jamais compris. Et je me suis dit, si deux êtres si proches, mais venant d'histoires différentes, je ne dis pas de cultures différentes, d'histoires différentes, n'ont jamais réussi à se comprendre, comment voulez-vous que les relations internationales fonctionnent ? Ce qui n'est pas possible entre papa et maman, comment ça pourrait l'être entre Xi Jinping, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, hein. C'est ça le fond du problème. Vous avez cité Jules Ferry, et vraiment on est au cœur de tout ce que nous apprend ce livre qui, dans cet essai d'Ego-Histoire, raconte pourquoi vous êtes et vous revendiquez d'être une historienne du fait colonial, de la question coloniale. Et en fait, est-ce que l'autre synonyme de tout ce qui vient d'être décrit, cette logique de hiérarchie, d'exclusion, de domination, n'est pas tout simplement le mot colonialisme ? Ce qui m'a frappé quand on a parlé ensemble de votre livre, et vous l'avez très bien dit dans l'émission, et c'est la chute, c'est la fin de ce livre, vous êtes historienne, on ne dit pas à un historien du nazisme, du fascisme, « Ah, mais quand même, vous avez un parti pris, vous êtes anti-nazi, vous êtes anti-fasciste ». Et ce que nous apprend Malika Rahal, c'est qu'on lui fait reproche, y compris universitairement, d'être anticolonialiste. Alors que c'est une évidence. On devrait aujourd'hui se proclamer anticolonialiste comme on se proclame antifasciste dans le monde du XXIe siècle. À l'évidence, on n'en prend pas le chemin dans ce pays-ci dont vous parliez, la France. Oui, je voudrais peut-être citer après cette émission de Mediapart un commentaire fait par une de mes étudiantes qui est venue me voir et qui m'a dit « Il y a toujours cette confusion qui est constante dès qu'on parle de colonial, ça n'est plus une compétence universitaire, c'est réduit à une opinion. C'est-à-dire évaluer si quelque chose relève de la situation coloniale, c'est juste votre opinion, et donc n'importe qui peut venir vous expliquer que en fait vraiment non, ça c'est pas du colonial. On oublie qu'il y a une bibliothèque de 600 ouvrages récents, qu'il y a un travail de définition, qu'il y a un travail de conceptualisation qu'on a tous beaucoup travaillé, puis vous pouvez avoir un collègue spécialiste d'un autre phénomène qui vient un jour, comme ça m'est arrivé, me dire j'ai beaucoup réfléchi et vraiment je pense vraiment que Israël n'est pas colonial. Et je vais là, vraiment, mais de nous deux, en fait, qui un peu a réfléchi à la question de la définition, qui en fait a des arguments qui sont de l'ordre de sa
compétences professionnelles, qui peut citer des ouvrages, qui peut faire notre travail scientifique. Et tout d'un coup, on a un historien qui dit non, mais là, c'est fini, la compétence historienne, c'est juste, voilà, ça va être votre opinion contre la mienne, l'opinion contre la compétence. Moi, ce que je trouve vraiment fascinant en lisant votre ouvrage, c'est à quel point on ressent les échelles différentes des effets que cela peut avoir, depuis, comme vous venez de le dire, la table du dîner familial jusqu'aux relations internationales. Et quelque part, ça légitime aussi l'objet récit de vie en quelque sorte, ou récit de soi, ou analyse du parcours familial. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus un individu en train de dire oui, mon papa a été humilié quand j'étais enfant et ça détermine toute ma vie. On est en train de dire, je vous raconte quelque chose et il y a une capacité à historiciser ce phénomène, il y a une capacité à l'analyser. Nous avons derrière nous des chercheurs, des historiens. Je pense par exemple à Todd Shepard qui réfléchit à la signification du mot arabe dans la société française des années 70 et 80. Pour moi, ça n'a pas été ni une lecture, ni quand je l'ai entendu parler de ce travail la première fois, ça n'a pas du tout été agréable de l'entendre analyser les significations de ce mot que mon père pouvait recevoir ou dont il pouvait être le destinataire en positif ou en négatif apparent. Lorsque j'étais enfant, des travaux comme ceux de Hajar Ben Boubakr sur l'histoire de l'immigration, et où l'on vient en quelque sorte apporter nos récits qui font écho aux vôtres pour dire en fait, au-delà de nos histoires individuelles, il y a un phénomène qui doit s'analyser. Alors, pardon, on est en période de génocide. Voilà, il n'y a pas en fait les tournures où on fait des pieds pour ne pas dire les. Il y a une arrogance. Il y a une arrogance à se penser comme étant supérieur qui joue dans les relations interpersonnelles, qui joue dans la façon dont les gens s'adressent à votre père dans la rue, comme cela joue dans les relations à l'échelle nationale et dans la façon dont tel Premier ministre ou tel président de la République prend la parole, qui joue aussi dans les relations internationales et qui doit être posé sur la table, ne serait-ce que pour que l'on comprenne lorsque l'on vit en France comment on peut être perçu non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Très concrètement, c'est intéressant. Et ça va rejoindre ce que vous disiez à l'instant. Très souvent, dans les années passées, on m'a dit, vous vous rendez compte, en Afrique, vous prenez pas la mesure de ce qu'est en train de faire la Chine. C'est un nouveau colonialisme chinois. Il y a une forme de domination qui ressemble... Et du coup, nous sommes tous quand même dans le même bateau. Il y a plein de pays qui ont fait ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'écouter ce qu'ont à dire les Maghrébins, les autres Africains, ce qu'ont à dire les ressortissants du monde arabe sur cette présence chinoise, où bien souvent la différence est décrite avec des outils qui nous permettent de comprendre où elle se situe. Et bien l'un des endroits où elle se situe, c'est dans l'absence d'humiliation, c'est dans l'absence d'appropriation territoriale, c'est dans l'absence de création de systèmes juridiques qui sont des systèmes juridiques inégaux, qui disent que les uns sont citoyens pendant que les autres sont pas citoyens du tout ou citoyens de seconde zone. C'est dans l'absence de création de formes de racisme pour asseoir la domination et qui fait que la présence économique extrêmement importante de la Chine en Afrique aujourd'hui, elle est reçue d'une façon très différente. On a beau vouloir dire en France que ça se ressemble et que tout le monde fait ça, c'est assez inexact et ça ne permet pas de voir où se loge cette spécificité occidentale, européenne au sens où il y a l'ancienne Europe en Europe et il y a la nouvelle Europe en Amérique du Nord. Il y a cette spécificité dont la France est effectivement l'un des champions, qui est une façon de faire ressentir cette arrogance dans beaucoup de moments de la vie internationale, des relations internationales, tout comme à l'échelle très très individuelle, dans la façon dont nos pères, en particulier nos mères également, sont venus en France pour travailler au développement économique et ont été reçus, même lorsqu'ils venaient de milieux cultivés, lorsqu'ils s'étaient éduqués, lorsqu'ils s'étaient
élevé par l'université, avec toujours cette tâche fondamentale qui était peut-être la peau brune, en tout cas le fait de venir du Sud et d'être originaire de pays et de peuples inférieurs. Bertrand Badi, en résonance, j'ai cité tout à l'heure votre référence commune au départ comme une référence académique, j'allais dire, à ce texte un peu canonique de Pierre Nora sur l'égo-histoire, qui met beaucoup d'interdits. Il dit, voilà, l'ego... En fait, quand on lit la citation, elle est de définition par Pierre Nora, c'est presque... On va faire de l'égo-histoire, mais on va mettre à distance l'ego. Et en fait, quand on vous lit... Et là, je passe à une question un peu, on est, en tant que chercheur, qu'universitaire. En fait, ce qui me frappe, c'est que dans vos livres, il y a toute une démarche qui, en même temps, fait comprendre ce que sont vos travaux. Et leur dimension, il y a un mot qui revient chez vous beaucoup, qui est cosmopolitisme dans l'histoire familiale, et qui fait résonance avec votre dimension, j'allais dire, internationaliste. Comme chez Malika, la question coloniale est aussi une question qui amène à la solidarité avec les peuples, à tout ce qu'on partage ensemble, et donc au refus des identités closes, des identités fermées, de l'assignation à résidence. Donc ma question, c'est comment on fait quand on se lance dans ce type de livre avec, au fond, avec la dimension sensible. On n'est plus dans simplement une histoire ou une étude politique qu'on met à distance avec une certaine froideur. On est emporté par la question sensible. D'ailleurs, l'une et l'autre, le père est un fil conducteur, l'Indien chez vous. Hein, c'est passionnant cette façon dont il se voyait comme un Indien dans une émission qu'il faisait à Toulouse, et vous donc l'histoire de Mansour. Donc comment on fait et qu'est-ce que vous diriez à des étudiants en disant à qui vous devez apprendre une certaine rigueur scientifique, une certaine froideur, etc. Et en fait, voilà, vous assumez le fait que non. Pour comprendre, y compris mon itinéraire intellectuel, mon itinéraire de chercheur, mon itinéraire d'universitaire, il faut aussi en passer par une histoire sensible. Alors, c'est une question absolument capitale, donc je vais y répondre. Je voudrais juste, en une minute, faire écho à ce que disait Malika tout à l'heure, parce que je crois effectivement ce rapport au colonial est quelque chose d'absolument fondamental. Le drame, je dirais, jusque dans notre recherche scientifique, mais aussi dans le langage, dans la culture politique commune en France, c'est que le colonial n'a jamais été conceptualisé. C'est-à-dire, du temps de la guerre d'Algérie, dont j'étais tout jeune témoin, la colonisation, c'était l'évidence. Et ça, maintenant, avec la distance du temps, on s'en rend peut-être pas compte. D'ailleurs, mon fameux oncle maternel, postillonnant, pour lui... il n'y avait pas d'autre possibilité. Et l'argument qui venait en refrain tout le temps, et ça me fait penser à ce que vous disiez sur l'Algérie d'aujourd'hui, c'est « mais de toute façon, ils ne peuvent pas se gouverner ». Ça, c'est une phrase très forte parce qu'elle structure une culture à un moment donné du temps. Ça commence à s'effacer, mais ça revient quand même. D'ailleurs, quand le président que vous citiez tout à l'heure et que je ne citais pas a fait quelques glissements sur l'Algérie, il disait à peu près la même chose. Il a dit sur la Nouvelle-Calédonie des choses tout à fait ressemblantes en disant que serait la France sans la Nouvelle-Calédonie. Elle ne peut pas être... Je ne vous le fais pas dire. Et maintenant, on nous interdit de le conceptualiser. C'est-à-dire, quand on parle de colonial, on fait du wokisme. Vous savez, c'est terrible, c'est une maladie grave qui vous envoie en garde à vue. Et résultat, il faut bien admettre que ça bloque la recherche. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Il faut poursuivre dans cette réflexion parce qu'elle est absolument fondamentale. Nos amis anglo-saxons... qui n'ont rien à nous envier, auxquels on n'a rien à envier, eux s'en sont mieux sortis, parce que la Grande-Bretagne a su rompre avec le temps colonial, par une pirouette dont on peut discuter, mais quand même, à la météo à Londres, on ne vous montre pas le temps qu'il fera aux îles Falkland demain matin, tandis que sur France 2, vous devez vous taper le temps qu'il fait en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, etc., pour montrer qu'on est un empire. Quant aux Américains, eux, de manière encore plus hypocrite, comme ils n'ont pas été coloniaux au sens
propre du terme, ils peuvent, à l'instar de Roosevelt et de ses successeurs, critiquer, dénoncer le colonialisme. Donc la science anglo-saxonne, si ça a un sens de parler de science anglo-saxonne, est plus libre. Mais chez nous, c'est la paralysie totale. Alors maintenant, je réponds à votre question. Elle est absolument fondamentale. Pourquoi ? Je vais me faire un peu de pub, parce que, comme disait un de mes profs, si je ne me citais pas, qui donc me citerait, j'ai publié chez Odile Jacob un ouvrage qui s'appelle « Pour une approche subjective des relations internationales ». C'était la suite, en fait. C'était la traduction épistémologique de mon livre « Vivre de culture », dans lequel, grâce à ce travail d'introspection sur lequel je vais revenir, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas atteindre le réel par des chemins seulement objectivistes. Parce que sinon, on tombe dans l'affreuse géopolitique, que j'ai toute ma vie combattue avec acharnement. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que les sciences sociales portent sur des objets qui sont des êtres pensants. Et que si on ne fait pas le détour de la compréhension profonde de ces êtres pensants, eh bien, on ne comprend rien au film. Et donc, la nouvelle science politique, je parle là de mon petit domaine, ne peut se faire qu'à partir d'une connaissance subjective qui doit être bien entendu maîtrisée, tenue, mais qui envoie à 3 strates. Première strate, qui suis-je, moi, pour parler et pour m'impliquer dans ce champ politique que j'ai pour travail de d'écrire et d'analyser. Et là, c'est premier élément, un impératif d'honnêteté et de rigueur scientifique. Je n'ai pas le droit de parler d'un objet social ou politique sans dire à mes lecteurs et à mes étudiants d'où je parle, comme on disait à l'époque bénie de mai 68. D'où parles-tu ? Et ça, c'est extrêmement important. Et là, pardon, là, je vais me faire un petit numéro d'autopromotion, mais j'ai un avantage. Quand je suis dans ma maison française, vous savez, Auguste Comte disait on ne peut pas se mettre au balcon pour se regarder passer dans la rue. Ben, c'est faux. Parce que quand je suis dans ma maison française, moi, je regarde passer les Persans. Et quand je suis dans ma maison persane, je regarde passer les Français. Et ça, effectivement, cette subjectivité croisée, c'est un premier élément qui permet de différencier des subjectivités que quand vous êtes uniquement immergé dans une culture, vous ne pouvez pas les connaître. Ça, c'est un premier élément. La deuxième question, c'est « mais comment l'autre pense ?» Combien il y a de travaux de sciences politiques et de sociologie qui se sont posés cette question, comment l'autre pense ? C'est-à-dire, moi je me souviens, ça avait été pour moi une révélation, j'étais à N'Djamena le 24 février 2022 quand a commencé la guerre russo-ukrainienne et je me suis aperçu que mes amis tchadiens, ils avaient une lecture de ce conflit tout à fait différente de la mienne. Donc mon boulot en tant qu'internationaliste, vous dites très justement, c'est de savoir cette pluralité de perceptions. Savoir que, par exemple, le mot alliance n'existe pas en chinois. Et que quand, sur TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, on vous bassine avec l'idée que la Russie et la Chine sont alliés, mes collègues chinois, ils comprennent pas ce que ça veut dire, parce qu'ils disent, nous, en 4000 ans d'histoire, on n'a jamais été alliés de personne, et par ailleurs, il n'y a même pas un mot en chinois pour dire alliance. Il y a un mot pour dire connivence, pour dire front uni, pour dire tout un tas de choses, mais alliance, ça n'existe pas. Et enfin, troisièmement, comment l'autre imagine que je le perçois. Et d'ailleurs, toute l'histoire de l'humiliation, elle est là. Quand on s'aperçoit tout d'un coup que l'autre vous regarde de manière dévalorisante. Donc, vous voyez, ces échelles de subjectivité qui commencent modestement, parce que je crois que c'est plus un exercice de modestie que d'égocentrisme, par sa propre introspection, et qui va ensuite découvrir la subjectivité des autres, c'est absolument fondamental. C'est pour ça que la géopolitique n'existe pas, ça veut strictement rien dire. Il n'y a pas, le monde n'est pas un puzzle. Le monde, c'est 8 milliards d'individus porteurs d'une subjectivité donnée. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. J'aimerais que vous réagissiez à ça parce que
vous avez expliqué comment ce livre est né, comme certains livres un peu personnels sont nés du moment du confinement, du moment de cette réclusion forcée. Mais en même temps, comment dire, faire un tel livre, c'est un risque pris. C'est même de la mauvaise tactique. C'est un risque pris par rapport à justement, y compris par rapport à ce que vous représentez au cœur de la recherche. Et là, vous y allez en montrant combien les déplacements intimes qui sont au cœur de ce que vous êtes sont aussi au ressort de la vitalité, j'allais dire, de votre travail intellectuel. C'est vraiment ça. Il y a eu alors, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a dans les carrières universitaires ce moment où on écrit son mémoire de synthèse dans l'habilitation à diriger des recherches, et pour les historiens, ça peut prendre la forme de ce qu'on appelle de façon un peu snob une égo-histoire, qui est quand même un mot recherché pour dire qu'on écrit une forme d'autobiographie dans laquelle on essaye d'être l'historien de son propre parcours. Et pour moi, il y avait un enjeu où j'étais un peu, on dit en anglais, a catch-22. Je ne pouvais pas gagner, c'est-à-dire que je voyais bien que en tant qu'enfant de l'immigration, et alors en plus avec cette espèce d'exoticité totale d'avoir un père algérien et une mère qui vient du Nebraska aux États-Unis d'Amérique, il y avait une sorte d'attendu que cette histoire migrante, elle allait en quelque sorte expliquer mon parcours intellectuel. Là où j'étais énervée, c'est que je voyais bien que d'autres collègues, quant à eux, pouvaient totalement faire l'économie de ça, avec des phrases qui visent à dire en quelque sorte, moi je suis historien ou historienne de l'Algérie coloniale ou de la France coloniale en Algérie, mais dans mon histoire personnelle, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de rapport avec tout ça. Et à chaque fois, je sursaute en me disant, mais quand même, si vous êtes français, je ne sais pas comment le dire gentiment, si vous êtes français, vous avez un rapport avec ça. C'est foutu, en fait. C'est-à-dire, vous venez d'un pays qui a un rapport tellement profond avec cette histoire que fatalement, vous en avez un. En vérité, dans la discussion, quand vous rentrez dans la discussion avec eux, il y a toujours un tonton qui a fait la guerre. C'est en fait, c'est en réalité très proche. C'est même pas seulement une question de compréhension de l'histoire de France c'est juste du bon vieux déni très très facile. Mais quelque part, ça donne une posture de surplomb qui est de dire, mais moi quelque part, je suis dans une forme d'objectivité totale par rapport à cette histoire puisqu'elle ne me concerne pas. Et ça, c'était ma préoccupation en me disant, je vais écrire ça et je suis attendue là où c'est une sorte d'évidence que l'enfant du couple mixte, elle va écrire son histoire familiale et expliquer comment tout ça la définit en tant qu'historienne. Je vais prêter le flanc à de la critique en révélant ce que d'autres s'économisent entièrement. Et je trouvais ça, voilà, j'avais pas envie de faire ça. Je me disais qu'il fallait d'une certaine façon résister à ça en faisant l'autre option de ce mémoire, qui est une sorte de résumé un peu distancié de ces travaux où l'on revient sur tout ce qu'on a fait et on résume. Et c'est extraordinairement barbant. Voilà, on a déjà tout écrit et puis on revient sur ce qu'on a écrit. Et voilà. Je me disais, ok, je peux faire un choix très tactique et m'ennuyer profondément pendant 2 mois à écrire ce truc, ou bien je peux aussi faire quelque chose qui me paraît avoir du sens et avoir de l'honnêteté intellectuelle et ne pas m'en priver sous prétexte que d'autres ne font pas ce choix-là. Mais il y a une vraie affaire d'explicitation scientifique de son parcours qui, à mon sens, éclaire aussi beaucoup de ce qu'on a écrit par ailleurs. Moi, j'ai été frappée en vous lisant et en lisant ce livre par l'envie de relire des choses que j'avais lues qui peut-être m'avaient échappé. Je l'avais pas lu à sa sortie et je le regrette avec le recul. Pour moi, il y a en particulier en tant qu'historienne, l'idée que l'on connaît la biographie et la façon de se raconter des auteurs, y compris de choses théorique que l'on peut lire, ça donne un éclairage et une compréhension qui n'a rien à voir avec celle que l'on a en lisant les travaux de façon plus sèche. Il me semblait que j'avais d'autres choses à vous raconter, mais je me suis enfoncée dans cette j'ai perdu le fil. Ça reviendra. Alors j'ai un reproche à vous faire à tous les deux. La figure un peu qui est un peu de fil conducteur. J'ai parlé de l'Indien, donc de votre père, Mansour, votre père.
Mais puisqu'on est au cœur d'une histoire à la fois intellectuelle et humaine de déplacement, d'identité plurielle, d'identité mêlée, les héroïnes qui font le premier pas pour l'une comme pour l'autre, c'est les mères. Votre mère qui débarque du Nebraska, qui arrive à Bordeaux là, et qui voit cet Algérien qui fait ses études, elle vient d'une famille mais vraiment un peu traditionnelle, hein, de ces grandes plaines, et pour le moins, c'est elle qui fait le pas. Et votre mère de Soissons là, c'est elle qui fait le pas. Et le fil, les mères, quoi. Voilà, je ne vais pas faire dans le féminisme autoproclamé, mais enfin quand même, les héroïnes, les premières là, à faire ce passage, c'est les mères, non? Ah, totalement. Oui, mais le livre est conçu comme un hommage au père. Ben, parce que l'histoire, c'est mon père qui, par sa mobilité, l'a créée, l'a construite. Vous imaginez pas ce que c'est, en 1928, de quitter la ville de Hamadan en Iran pour arriver à Paris. Il y en avait qui mouraient en route. Il fallait prendre un cheval pour aller jusqu'à Téhéran, une voiture pour aller jusqu'au port de la Caspienne, un bateau pour aller jusqu'à Bakou, le chemin de fer pour traverser l'URSS stalinienne, se retrouver à Berlin dans une situation un peu déjà spéciale, puis finir à Paris. Donc c'est son aventure, hein. Mais là où vous avez tout à fait raison, et moi je le prends pas comme un reproche parce que c'est quelque chose que je ressens profondément, c'est que ma mère comme la vôtre, ce sont des pionnières de la mondialité. C'est-à-dire, vous savez, on parlait de l'histoire et de l'historicité des mots, qui c'est quelque chose d'absolument passionnant. Vous auriez dit mondialité dans les années 50 ou 60, on a dit il fait une faute de français, parce que ça n'existe pas. Et ma mère avait l'intuition de ce monde infini dont déjà d'Alembert parlait dans ses conversations avec la marquise, en disant que je respire d'être enfin dans un monde qui n'a pas de limite, mais c'était considéré comme une grossièreté. Et effectivement, ma mère, par miracle, alors est-ce que c'est le miracle de l'amour? C'est la seule explication que je trouve, parce qu'elle n'avait pas cette formation intellectuelle, universitaire, académique, qui lui aurait permis intellectuellement de découvrir cette mondialité. Elle était dans une famille bourgeoise archi-traditionnelle, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans, on lui dit c'est pas la peine de continuer l'école religieuse où tu étais, donc on l'a envoyée en Belgique dans une école encore de bonne sœur pour apprendre à faire la vaisselle et la couture, hein. Mais c'est terrible, hein. Et cette femme avec ce bagage, ce non-bagage, elle a très vite compris la mondialité. Et alors c'est assez extraordinaire, et c'est un hommage aussi que je peux lui rendre, c'est que mon père ne parlait jamais des souffrances qu'il a subies. Je ne sais pas ce qu'il en était, mais mon père était d'une pudeur absolument incroyable, et je dirais même plus que de la pudeur, c'était de l'orgueil. C'est-à-dire il ne voulait pas avouer qu'il avait été humilié, hein. Ça c'est le fin fond de l'humiliation, c'est quand on veut même pas avouer qu'on a été humilié. Et c'est ma mère qui parlait à sa place. Et c'est ma mère qui m'a raconté mon père dans la résistance, mon père à la libération, mon père moqué, mon père méprisé, etc. Et tout ça, elle a su le rationaliser de manière absolue. C'est pour ça que je pense que c'est la génération du futur, hein. Et d'ailleurs, je suis très, très heureux que ma fille, qui a bien connu, elle n'a pas connu son grand-père, hélas, mais elle a bien connu sa grand-mère, elle le comprend comme ça, hein. Et alors que tout était fait pour que ce fût exactement le contraire. Ça, c'est de l'optimisme. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas totalement prisonnier du contrôle social, hein. C'est une flamme de liberté qui s'est allumée là, et effectivement, sa famille, du coup, a dit « mais qu'est-ce qui lui prend ?» Alors, mon reproche était peut-être excessif vous concernant, parce que les femmes sont très présentes dans votre livre. Mais vous voyez ce que je veux dire, parce que je vous l'ai dit d'ailleurs, combien il y a un héroïsme, y compris d'ailleurs de votre propre grand-mère aussi, qui avait l'air d'une aventurière. Je dis ça parce que moi,
enfin, il y a toute une littérature abondante sur comment. Je fais une petite parenthèse. Il y a eu un texte, je crois que c'est dans Libération, là, de Nadir Demboun sur un homme pour la fête des mères. C'était la fête des mères dimanche, et il a fait un hommage à sa mère kabyle, mais qui est d'une beauté. Qui ne parle pas français, qui ne lit pas le français, etc. Mais qui dit ça, c'est-à-dire il dit à un moment, il dit mon père c'était, je sais plus comment il dit. Enfin, elle dit combien le monde c'était elle qui le fait. C'est elle d'ailleurs, elle vit toujours. Enfin bref, voilà, je m'égare moi-même, mais ça me frappe combien c'est une clé dans votre propre ressort de déplacement. Oui, on se disait avant la rencontre que nos mères sont très différentes. Parce que la mienne vient des États-Unis et la vôtre vient de Soissons. Et en même temps, elles ont des choses très, très en commun. On a parlé de l'Algérie française. Moi, je viens d'une famille où on vote Trump normalement. Voilà, c'est des fondamentalistes protestants qui viennent d'un État extrêmement conservateur. C'est une terre de colons aussi. Et il y a un effort de ma mère de s'échapper de ce pays, dont je n'ai pris la conscience qu'avec les années, mais aussi même dans les conversations qui ont eu lieu autour de la rédaction de ce livre, et d'une certaine façon, elle est encore là pour avoir ces conversations et pour pouvoir apporter des éclairages. Peut-être qu'on ne s'en rend pas autant compte parce qu'elle ne correspond pas bien au portrait de l'immigré. Mais elle est immigrée en France, et vous avez des pages formidables sur qui est immigré et qui ne l'est pas. Côté algérien, on me l'a beaucoup dit parce que mon père était un ingénieur, et donc on m'a beaucoup dit, oui, mais en lisant ce livre, mais ton père n'est pas un immigré en fait. Sous-entendu, un immigré, c'est forcément un ouvrier, et ton père n'est pas immigré, mais moins encore l'idée que ma mère est immigrée, alors même qu'elle a été contre toute légalité lectrice pendant 20 ans dans l'université française, parce que étrangère, elle ne pouvait pas être titularisée, donc elle a vécu avec un statut ultra précaire pendant très très longtemps. Elle est toujours étrangère en France. Elle fait toujours des choses comme renouveler sa carte de séjour, regarder le dossier pour demander la nationalité, et puis faire « Oh, je crois que ça va pas être possible », parce que c'est beaucoup. Elle est toujours donc étrangère dans ce pays. Elle dit de façon assez fière « Tu me donneras mon chapitre à relire avant la publication », parce qu'elle considère que le chapitre de la famille américaine, c'est son chapitre, et c'est son chapitre de plus qu'une façon, c'est-à-dire c'est pas seulement son chapitre parce que c'est l'histoire familiale, c'est pas seulement son chapitre parce qu'il y a des anecdotes de son enfance, c'est pas seulement son chapitre parce que il est question de ses parents et de pourquoi elle choisit de quitter le Nebraska, parce qu'elle se dit que si elle reste là, il y aura toujours quelqu'un qui voudra qu'elle soit femme au foyer un jour. Mais c'est aussi son chapitre parce que toute la compréhension de l'histoire des États-Unis, la lecture d'articles, la compréhension de ce que ça veut dire le messianisme du ghost dance à la fin du 19e siècle, ça se déroule dans des discussions très intellectuelles entre elle, ma sœur et moi lorsque nous sommes au lycée et à l'université. C'est pas un hasard si je choisis l'autobiographie comme genre de prédilection. Au moment où j'écris le bouquin, je me dis, mais en fait, ma mère, elle a écrit des articles sur l'autobiographie des femmes de colons aux États-Unis d'Amérique, et moi, je suis finalement aussi beaucoup la fille de ma mère. Et en même temps, cette mère, elle vient d'un pays pour l'histoire duquel il y a déjà des armées d'historiens qui sont déjà en train d'écrire des choses tellement novatrices, des problématiques tellement subtiles, tellement recherchées. Lorsqu'on est historien et qu'on entre dans un champ d'abondance comme celui de l'histoire des États-Unis, même l'histoire des minorités aux États-Unis, on est obligé à une sorte d'élégance de la démonstration, d'originalité des sources, de pensée fine et subtile qui nous distingue de nos collègues. Et puis sur l'histoire de l'Algérie contemporaine, vous n'avez pas de biographie de Boumedienne. Vous n'avez rien qui va vous expliquer ce que c'est les années 70 en Algérie. Vous n'avez rien sous la plume d'un historien un peu récent qui va vous raconter ce que c'est les années 1980
et a fortiori les années 1990 en Algérie. Et donc en fait, la messe, elle a été vite dite là aussi, hein, c'est-à-dire que y avait le même effet d'identification avec les bigots, les crouilles, les sales arabes finalement, à ma génération. Et puis il y avait ce déficit d'histoire où assez clairement, je me disais, eh ben voilà, là c'est possible de faire une différence, là c'est possible d'apporter une voix d'une façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus avec un impact sur la façon dont les pays se voient, les sociétés se voient. Je ne sais pas si je me disais ça dès le début, mais je pense que c'était un peu ça aussi l'aspiration d'emblée. Et puis il y a un truc, c'est que je vivais en France et que là où il y avait quelque chose à régler, là où il y avait un passé qui ne passe pas, une douleur qui ne se dit pas, des événements qui continuaient à surgir dans des élans douloureux comme la mémoire du 17 octobre 61 par exemple et les massacres au cours desquels les Algériens ont été jetés dans la Seine, c'est l'histoire de l'Algérie et pas l'histoire des États-Unis. Et peut-être là, on a une petite différence lorsque vous parlez de votre père qui ne dit pas ses blessures. Je reconnais tout à fait le portrait. Alors, je ne sais pas comment dire ce que nous avons en commun ou ce que nos pères pouvaient avoir en commun, mais quelque chose. Il y a quelque chose qui traverse, qui peut pas, voilà, de pères qui, pour qui la parole de ce qui est humiliant est presque impensable. Et c'est presque ressenti comme un cadeau fait à ceux qui vous ont humilié de le dire. De le dire, et puis en même temps, de temps en temps, il pouvait y avoir, comme autour du 17 octobre 1961, un surgissement d'une parole douloureuse qui, pour l'enfant que je pouvais être à l'époque, avait peut-être, je sais pas quoi, 12 ans, 14 ans. Mais ce surgissement de la parole du père sur le 17 octobre, c'est quelque chose qui ne peut que s'enregistrer, qui ne peut pas se comprendre, mais qui va devoir un jour se dénouer. Raconter l'humiliation à l'école française, alors que, pour des raisons biographiques que vous comprendrez en lisant le livre, c'est une famille qui a vécu longtemps au Maroc, et donc à l'école française au Maroc, lorsque une prof de français s'en prend à lui, c'est sur la question de la nationalité algérienne. Algérien, dit-elle, ça n'existe pas. Il n'en a parlé qu'une seule fois à ses filles, un jour pour parler de cette prof de français, alors même que nous, il nous enseignait à quel point il fallait être dans l'obéissance, dans le respect des enseignants, et un jour il dit, si je la croise, je lui crache à la gueule. Vous avez 14 ans, 15 ans, et vous enregistrez ça, et vous vous dites, ok, un jour, je vais comprendre, ou un jour, je vais faire quelque chose de ça, et un jour, je vais écrire un livre, et ça sera démêlé. Il y aura une suite à cette histoire, il n'y aura pas que du silence autour de cela. Avec une résonance très forte, puisqu'il y a le chapitre sur le Nebraska, et dans le chapitre sur le Nebraska, les Indiens sont très présents. D'ailleurs, vous expliquez, il dit, mais je ne comprenais pas, parce que pour moi, nous, les Indiens, c'était nous. Vous dites sur votre propre famille américaine. Oui, voilà. D'ailleurs, dans le livre de Bertrand, il y a ce moment des passeports. Vous n'avez pas le bon passeport pour franchir les frontières. Ouais. Vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit. Et moi, je me disais, bah là, nous non plus, on n'est pas tout à fait au bon endroit, parce que quand même, normalement, nous, c'est les Indiens. Mais je voyais bien que mes grands-parents étaient pas très indiens. Enfin, ouais. Mes grands-parents américains, c'était pas leur façon d'être. Alors, il y a une différence quand même entre vos deux livres, c'est que là, la question coloniale, la question de l'Algérie, la question du Sud et à la fois de son humiliation et de sa dignité est très présente. Mais vous, d'ailleurs, le sous-titre, c'est « Comment peut-on naître franco-persan ?» Vous parlez aussi d'un lieu qui est un lieu avec 1000 points d'interrogation dans notre monde d'aujourd'hui, qui est celui donc de l'Iran, celui d'une révolution qui a eu lieu, une autre révolution différente qui a eu lieu en 79, mais qui a eu une dimension populaire aussi, qui avant que ça devienne le régime aujourd'hui qui est en place, qui est au cœur y compris des crispations de cet Occident dont on a parlé. Donc il y a ce décentrement supplémentaire avec vous. Oui, et qui est très complexe. Vous savez, je vais vous étonner, vous décevoir, une fois de plus peut-être, qui est que
j'ai jamais pu être vraiment au clair avec la complexité de cette révolution de 1979. J'ai connu le régime du chat, je l'ai très bien. J'ai même connu un chef de la SAVAK, vous le racontez. Ah oui, et qui était un humaniste. La SAVAK, c'était la police politique terrible. Du régime mais en du même chat. temps, l'homme en question, qui a été ambassadeur à Paris, c'était un véritable humaniste. Et c'est l'homme qui avait convaincu le chat de ne pas pendre Khomeini. Tuer Khomeini. Voilà, exactement. Et qui raconte la légende, mais je pense que c'est en partie vrai, aller dans la cellule de Khomeini et il pleurait avec lui. Il y avait quelque chose. Bon, tout ça. Il sera fusillé au tout début et de la Révolution. Fusillé. Alors les méchantes langues disent que c'est parce que Khomeini ne voulait pas qu'il raconte cette histoire-là. Bon, enfin ça, j'en sais rien. Mais la Révolution, vous savez, moi je suis estomaqué depuis maintenant 46 ans qu'existe cette République islamique, des jugements à l'emporte-pièce. N'est-ce pas, cette façon de jeter le bébé avec l'eau du bain, des jugements sommaires, etc. Moi, je ne suis pas arrivé au bout de ma réflexion. C'est-à-dire, je vois, et vous avez tout à fait raison de dire que c'est une révolution populaire, qui exprimait une colère sociale extrêmement vive, et on ne peut que respecter une colère sociale, au nom de quoi dirais-je que ces gens-là avaient tort, n'est-ce pas ? Et ça, je me fais traiter d'idiot utile par tous les adversaires de la République islamique, parce que je dis, attendez, quand même, elle n'est pas née n'importe où, n'importe quoi. Et de même, aujourd'hui, on prend tout ça pour un paquet de linge sale. Alors, il y a des horreurs absolues dans ce régime, et qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, mais il y a des tendances différentes. Monsieur Pezeshkian, par exemple, qui a été élu en préférence à un candidat ultra-conservateur, Monsieur Jalili, il représente quelque chose. Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères, il représente aussi quelque chose. C'est très, très, très compliqué. Moi, je suis en liaison quotidienne avec mon cousin qui est en Iran. Il me raconte des choses extraordinairement compliquées, et ça prouve que quand on est proche d'un objet, on s'aperçoit qu'il n'est jamais aussi simple. Et c'est exactement ce que vous disiez. Et là, j'ai été très touché dans votre rapport avec le régime algérien, sur lequel on entend aussi vanne sur vanne. Et puis j'en ai marre aussi de ces franchouillards qui parlent de la Perse comme étant rien du tout, alors qu'il y a une énorme littérature, une histoire absolument considérable, etc. Donc c'est effectivement quelque chose de très complexe et dont on ne se sort que par l'humanisme. C'est-à-dire, moi, toute ma question, toute ma vie, ça a été et l'humain là-dedans. Et c'est ça. Et j'ai notamment, par exemple, une formule à laquelle je tiens, qui est « Mon rêve, c'est que dans le pays de mon père, les femmes qui ont envie de se dévoiler puissent se dévoiler, et que dans le pays de ma mère, les femmes qui ont envie de se voiler puissent se voiler. » Ça marche ni dans un cas ni dans l'autre. Et on a vu que M. Attal en rajoutait une couche encore récemment. Mais je crois qu'on se sort de tous ces dilemmes à travers de la question de l'humain, et c'est pour ça que la subjectivité est si importante. Mais je voudrais juste, parce que peut-être on va donner la parole au public, dire qu'il y a une différence où vous êtes supérieur à moi, il y en a probablement d'autres, mais là il y a quand même quelque chose où vous avez été plus forte. C'est que moi, ce livre, j'aurais jamais osé l'écrire tant que mon père et ma mère étaient vivants. Je n'aurais jamais osé le faire lire à mon père et à ma mère. J'aurais eu trop peur qu'ils me disent « non, moi c'est pas comme ça que je ressens les choses ». C'est-à-dire c'est la subjectivité jusqu'au bout de sa logique. Et je m'en suis tiré par une lâcheté en disant « mais maintenant, ils ne peuvent plus me contredire ». Et mon obsession depuis la sortie de ce livre, tous les jours, c'est de me dire « pourvu que j'ai pas trahi leur pensée, pourvu que j'ai pas trahi leur sensibilité ». Et vous avez eu cette force extraordinaire de l'affrontement, pas au sens de la confrontation, mais au sens du face-à-face, de ce que les anglo-saxons appellent le face-to-face. Moi, j'ai pas osé ça. J'ai pas osé, et moi, c'est le grand malaise de mon histoire par rapport à ça. Je vais vous raconter un truc que j'ai jamais dit à personne. J'avais signé plusieurs contrats d'édition pour publier ce livre, et à chaque fois, je trouvais une bonne raison pour ne pas honorer le contrat. Alors, comme il n'y avait pas d'avaloir, c'était pas grave, j'ai volé personne, n'est-ce pas ? Mais évidemment,
un jour, j'ai dit à Odile Jacob, alors que ma mère était décédée, mon père depuis un certain temps, je lui ai dit, j'aimerais bien faire ce livre. Faites-le. Et du coup, c'est parti comme ça. Mais il y a quelque chose, comme dirait quelqu'un, d'incomplétude. Oui, il y a des retards qui sont des ponctualités. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que vous pointez exactement ce qui fait aussi une histoire du temps présent et sa difficulté et en même temps sa richesse. Je vais pas raconter là toutes les étapes un peu poussées par Marie Laborie au moment de la finition du livre. À un moment, elle m'a dit, il y a peut-être des gens, l'éditrice de cet ouvrage, il y a peut-être des gens qu'il faut prévenir avant la sortie. Et du coup, il y a eu tout un travail. Donc, ma mère savait et elle a lu. Il y a eu un travail qui consistait à aller apporter les chapitres aux personnes, à essayer de me dire, faut que je les mette dans ma poche avant la sortie, parce que si je les mets pas dans ma poche, elles vont pas être avec moi au moment de la sortie. Donc il y a eu des discussions et puis il y a eu des changements de chapitres. Du coup, il y a des choses qui ont évolué beaucoup dans les discussions, notamment il y a une affaire d'oncle martyr pendant la guerre d'indépendance et il y a des choses qui n'ont finalement été dites qu'à la toute dernière minute lorsque les chapitres ont été envoyés et que d'une certaine façon elles ont senti que c'était le moment ou jamais de dire des choses qu'elles savaient. Mais je voulais rebondir sur un dernier point, peut-être si l'on ouvre après. On a parlé de la question de la fierté et de l'énergie qui peut parfois naître de l'humiliation et de la colonisation, de la période de colonisation. Il y a une fierté qui est ailleurs et qu'on sent très fort dans votre livre, que moi j'ai ressenti en vous lisant, c'est cette possibilité pour des pays dits du Sud de se connecter entre eux en arrivant. J'ai dit à Bertrand Badi, mais moi j'avais jamais tout à fait réalisé que vous étiez Badi, pas comme chez moi dans le sud-ouest de la France, mais comme chez moi en Algérie, où vous êtes Badi el-Hikma, nous dirions Badi el-Hikma, la beauté de la science ou du savoir. Et c'était très frappant d'être à l'aise d'entendre de références, alors même que j'avoue mon ignorance totale du persan, de l'Iran, mais lorsque vous parlez de cette rencontre avec un commerçant turc avec lequel vous parlez de Jalaluddin Rumi, et vous parlez de Maulana, lui il parle de Mevlana, et je me suis dit, bon, Maulana c'est comme chez nous, ou bien chez nous c'est pas Maulana quand on vient de l'Occident arabe ou de l'Afrique du Nord berbère, on dit souvent Moulana. Et c'est des mots qui ont la magie d'aller chercher quelque chose de très profond, qui ressort dans la musique, qui ressort dans les chants, dans les mariages, qui va chercher quelque chose de très ancien. Et ces connexions, l'idée qu'il peut y avoir entre les uns et les autres des connexions qui ne ressemblent pas au plan de la SNCF en France, au sens où elles ne passent pas toutes par Paris, mais que nous avons des choses à nous dire, qu'il peut y avoir des penseurs iraniens qui sont lus dans le reste de l'Asie, qu'il peut y avoir des Arabes. Il faut lire par exemple quelqu'un comme Pankaj Mishra. Je me rappelle par exemple de la lecture de l'habilitation de ma collègue et amie Anne Kerlan, qui parlait dans son mémoire d'habilitation qui a été publié d'une compagnie de cinéma chinoise dans les années 30, si ma mémoire est bonne, et j'avais été estomaquée de la proximité des débats intellectuels de cette période-là avec celle des intellectuels arabes sur la question que vous mentionnez dans le livre, de l'imitation ou pas, qu'est-ce qu'on doit importer, qu'est-ce qu'on doit imiter, qu'est-ce qu'on doit recréer, comment on se protège contre la domination européenne sans se fermer dans un statut arriéré, comment on se modernise, quels sont les outils à notre disposition en tant que Arabes, en tant que Maghrébins, en tant que Chinois, en tant que Persans, pour se moderniser. Et on a des figures qui tissent ces connexions sans passer par la gare du Nord, en fait. Bon, en vous remerciant l'école de nous avoir accueillis, et deux petits mots. Un petit mot parce qu'on a parlé de la Chine et je voulais si vous avez le temps, il n'est pas resté longtemps en salle, Abderrahmane Sissako, puisqu'on se balade dans le monde, avait fait un film l'année dernière, il s'appelle Black Tea.
qui est une sorte de fable qui est tournée, qui est censée se passer dans un quartier africain de Canton. Et en fait, c'est un film où tout ce dont on a parlé, cet Occident, ce colonialisme et tout, n'existe plus. L'Europe, les États-Unis sont partis. Et ça se passe entre la Chine et l'Afrique. Et ça se passe pas la caricature, la Chine, mais les Chinois, les Africains parlent chinois, les Chinois vont visiter l'Afrique. C'est comme une fable sur ce basculement du monde, hein, puisque on y assiste aussi. C'est peut-être la lueur positive de tout ça, c'est de voir l'Afrique du Sud prendre le relais justement de cet universel jusqu'à, ça a été un peu éclipsé, mais à recevoir Zelensky, hein, il a dû repartir pour aller aux obsèques du pape. Et je voulais vous remercier tous les deux en citant cette phrase de Flaubert que vous citez. Non, mais je ne suis pas là pour répondre à des questions me concernant, je suis là uniquement au service de Malika Rahal et de Bertrand Badi. J'appelle bourgeois quiconque pense bassement. J'appelle bourgeois quiconque pense bassement. Alors, merci de ne pas être bourgeois. Merci beaucoup. Merci infiniment.